Donc nous allons avoir le plaisir d'entendre Jean-Marie Chevalier, qui est maître de conférence au Collège de France et qui va, je crois, poursuivre la discussion qui vient d'être initiée, puisque son exposé portera sur la question de savoir s'il existe un rationalisme à la française, et il discutera des positions de Jules Villemin, de Gilles Gaston-Grancey et de Jacques Bouvresse. Oui, effectivement, Stéphane Chauvier ne m'a pas forcément facilité la tâche. Il a préparé le terrain, mais ce sont effectivement des questions extrêmement difficiles et subtiles, et donc je vais essayer d'apporter ma petite contribution à cette question de la pluralité des systèmes. Je précise, je vous ai fait une diapositive à la Bouvresse, que je ne lirai pas. C'est un article... pardon, plus fort. C'est un article d'un journal belge du 19e siècle qui explique qu'il y a un rationalisme français, un rationalisme allemand. À la fin, on apprend que le rationalisme allemand est à la fois socratique et confucien. Bon, donc c'est juste pour dire que je ne parlerai pas de ça, qu'il n'est absolument pas question de nationalisme dans mon exposé, et qu'on peut être rationaliste français et se sentir very un-French comme Jacques Bouvresse. Donc tout simplement, mon exposé aurait aussi bien pu s'intituler « Qu'est-ce que les rationalismes de Gilles Gaston-Granger, de Jules Villemin et de Jacques Bouvresse ont en commun ?» Et on peut effectivement supposer qu'il existe une unité minimale de leur rationalisme, située dans une certaine exigence de clarté, d'exactitude, de contrôle du discours. Par exemple, Gilles Gaston-Granger, donc Granger, pour caractériser ce qu'il y avait de commun entre sa position et celle de Villemin, s'exprimait ainsi: nous cherchons, je crois, une manière de philosopher qui soit contrôlée, voilà, et dans laquelle il ne soit pas possible de dire n'importe quoi, il n'est pas de bonne philosophie qui ne s'adosse à des connaissances positives dans certains domaines. Et ça peut évoquer cette maxime wittgensteinienne que Bouvresse... Alors je prie le professeur Jacques Bouvresse d'excuser par avance cette impolitesse que je ferai, je dirais Bouvresse par simplicité, par rapidité. Voilà donc cet aphorisme qui est en exergue du mythe de l'intériorité, ne pas dire plus de choses que ce que nous pouvons savoir. Donc l'accord sur de telles exigences, même minimales, très minimales, est un point néanmoins capital, mais ça s'accompagne d'un désaccord sur la question des systèmes philosophiques qui révèle une divergence fondamentale. Et en gros, donc c'est l'objet de mon interrogation, c'est de savoir pourquoi, dans une certaine mesure, Jacques Bouvresse et Claudine Tiercelin mais considèrent qu'on peut énoncer en philosophie des vérités d'un certain type, des vérités philosophiques, qui sont des vérités tout court, et pourquoi Villemin et Granger ont été conduits à invalider cette possibilité. Alors c'est une question qui a été très largement commentée par notamment Baptiste Mélès, Joseph Vidal-Rosset, Gabriela Croco, Pascal Angel et maintenant Stéphane Chauvier. Et donc j'ai beaucoup d'audace, voire de témérité à reprendre une fois de plus la question, d'autant que je le fais devant Jacques Bouvresse, qui a lui-même consacré 2 ans de cours à évaluer cette difficulté, cet embarras. C'est à peu près de l'inconscience de ma part. Et donc si je me permets de le faire, néanmoins, c'est pour avancer une hypothèse qui est elle-même assez audacieuse, je pense, qui consiste à placer la source du désaccord dans une certaine mesure dans le type de rapport qu'on admet entre philosophie et science, et plus spécifiquement comme relevant d'une question de philosophie des mathématiques, la question du platonisme. Donc je vais essayer de démontrer que le désaccord sur les systèmes entre Granger, Villemin et Bouvresse repose in fine sur une conception divergente de la nature des objets mathématiques. Voilà, donc c'est parti pour la démonstration, je vais essayer. En partant de ce qu'est la tâche du philosophe, j'ai parlé de toutes petites exigences qui sont en même temps extrêmement importantes. L'inconvénient de cette approche, c'est d'avancer des principes qui sont assez banals, qui comme l'a montré Pascal Angel ce matin, sont vraiment des réquisites minimaux
des lumières sur lesquelles on ne peut pas forcément trop s'attarder, enfin on ne peut pas en rester là au moins. J'énumère quand même 3 exigences. La première qui est une exigence de compréhension. Le but du philosophe serait donc de parvenir à la compréhension d'un certain nombre de faits ou d'énoncés. Bouvresse rappelle qu'il importe de subordonner le désir de juger au devoir de comprendre. Granger fait sienne la maxime de Spinoza, ne pas rire, ni se lamenter, ni haïr, mais comprendre. Et il ajoute comprendre et agir. Alors Jacques Bouvresse nous a rappelé hier que c'était une maxime citée au paragraphe 333 du Gai Savoir, à l'appui d'une conception du connaître comme synthèse, au contraire, de ces 3 instincts. Donc c'est pas du tout ainsi que l'entend Granger, bien évidemment. Pour lui, l'injonction de comprendre et d'expliquer s'oppose aux interprétations ou aux lectures, de la même façon que Villemain s'oppose aux interprétations, étant en cela fidèle à la méthode de Martial Guéroult. Alors, Granger comprend dans une certaine mesure la compréhension, justement, l'explication, en un sens assez subjectif. Il nous dit « Sans doute n'est-il pas possible d'entreprendre cette exégèse interne d'une œuvre sans trouver en soi-même quelque secret accord avec son auteur. » Et peut-être que chez Bouvresse, ce serait davantage une question de clarification linguistique, ce qu'il appelle un travail préalable de déblaiement, ou ce que Paul Valéry appelait le grand nettoyage de la situation verbale. Alors, deuxième exigence, un désir de vérité. Ce travail de compréhension philosophique, c'est un préalable pour parvenir à la formulation de vérité. Telle est, nous dit Bouvresse, la question vraiment philosophique qui en général intéresse moins les savants. Je pense que c'est un point capital qu'il dit là. C'est la question de la valeur de la vérité et de la connaissance. Est-il si important de chercher, et si tout se passe bien comme on pouvait l'espérer, de trouver la vérité? Et c'est ce genre de question qui rapproche Bouvresse de Nietzsche, la question de la valeur de la vérité. Et puis une troisième exigence qu'on pourrait appeler une exigence de critique ou même de dénonciation, puisque la priorité du comprendre sur le juger ne dispense pas, une fois tous les efforts de clarification effectués, de critiquer les systèmes et les problèmes faux ou confus, c'est-à-dire, comme le disait Wittgenstein, de destituer les propriétaires incapables qui exploitent des immeubles sordides. C'est bien sûr une citation que reprend Jacques Bouvresse. Donc le lien entre vérité et démocratie, notamment, est consubstantiel et doit être resserré en permanence, de sorte que leur écart conduit à l'indignation, ce qui pousse Bouvresse a déclaré, par exemple, à un journaliste « J'ai l'impression tous les jours qu'on devrait être dans un état de révolte constant ». Alors il résulte de ces 3 engagements envers la compréhension, la vérité et la critique, ou la dénonciation, eh bien, une certaine attente de la philosophie, qu'elle soit capable de produire, d'atteindre ou de mettre au jour des vérités. La vérité, c'est l'objectif de la compréhension et l'assise de la critique. C'est pourquoi, d'après du moins ce que je comprends, eh bien, il est insupportable pour quelqu'un comme Jacques Bouvresse que la philosophie non seulement ne vise pas, mais même ne puisse pas atteindre, n'atteigne pas la vérité, ou du moins certaines vérités. Il en ressort ce qu'on a reconnu comme un engagement réaliste, par exemple, jusque dans l'interprétation bouvressienne de Wittgenstein, dans ses propres termes. Une des composantes essentielles de ce qu'on est convenu d'appeler la rationalité occidentale, c'est la recherche de la vérité comme norme qui entraîne l'obligation de produire des hypothèses et des théories susceptibles de se heurter quelque part à une réalité. Donc se faire comprendre, rechercher la vérité et offrir les moyens de confronter les énoncés ainsi produits au réel. Dès lors, les positions de Granger et de Villemain semblent radicalement incompatibles avec les attentes de Bouvresse, et partant inacceptable. Pour Villemain, en effet, alors je cite un extrait qui a été également cité par Stéphane Chauvier, mais je l'interpréterai un peu différemment, comme vous allez le voir. Quant à la vérité philosophique, il est clair que si ma prudence est justifiée, la pluralité des philosophies rend le concept de vérité philosophique inadéquat et inapproprié, au moins si le mot vérité est employé en son sens ordinaire. Et alors, justement, il me semble que cette restriction, moi, je lui ferai un sort particulier. Je pense que c'est pas là par hasard. Et j'essaierai de montrer, en fait, grâce à la conception de la philosophie des mathématiques de Villemain, que, justement, il y a la tentative, malgré tout, de faire quelque chose comme un sauvetage de la vérité grâce
à une hiérarchisation des différents types de discours qui rejoint en fait la théorie des types de Russell. C'est l'objectif assez ambitieux. Donc pourquoi y a-t-il un embarras dans les conceptions de Vuillemin et de Granger plongent-elles dans l'embarras? Eh j'insiste un petit peu. Le premier embarras relevé par Bouvresse, c'est ces conceptions en appellent à une conception divisée de la raison. Pourquoi? Parce que la prudence de l'historien des systèmes invite à mettre l'idée de vérité entre parenthèses, mais le philosophe ne peut s'empêcher d'adopter le point de vue de la vérité. Un autre problème qui le redouble un peu, que je tire cette fois de Pascal Angèle, c'est que pour Vuillemin, un système sera plus ou moins correct selon la qualité de ses déductions, de ses raisons et de son argumentation, mais que d'un autre côté, qui est effectivement celui de l'historien de la philosophie, eh bien, ce système sera nécessairement fondé sur des pétitions de principe, puisque le système, accepté d'emblée, n'argumente que pour s'auto-confirmer. Pour ces raisons, donc, et pour d'autres raisons encore, les doctrines de Vuillemin et de Granger ont été d'emblée considérées comme au moins hautement problématiques. Et il me semble que ni l'un ni l'autre n'était inconscient, je ne pense pas que ces objections leur aient totalement échappé, ni leur aient échappé tout court. Donc, puisqu'il ne s'agit pas de leur part, évidemment, d'une désaffection à l'endroit de la vérité, eh bien, il me semble qu'il faut tenter de voir pourquoi, en dépit de ces difficultés, en connaissance de cause, l'un et l'autre ont adopté une solution aussi peu satisfaisante. Il faut donc reprendre l'examen de la théorie des systèmes de Vuillemin, de ce que j'appellerais, faute de mieux, la théorie des modèles de Granger. On n'a pas manqué de rapprocher leurs entreprises de la dianoétique de Guéroult, de sa conception des systèmes, mais il me semble que malgré toute la révérence qu'ils ont témoignée à l'égard de leur maître, eh bien, il ne faut pas non plus manquer de souligner les différences profondes qu'il y a avec Guéroult. On peut se demander en particulier si les thèses auxquelles arrive Vuillemin dans What are Philosophical Systems, thèses auxquelles on réduit souvent Vuillemin, eh bien, ne résultent pas d'un compromis tardif. Car 30 ans plus tôt, Granger souligne toute la distance qui les sépare de Guéroult, du gourou, relevant l'ambiguïté de la méthode philosophique, prise entre science historique des systèmes et recherche de la vérité. Eh bien, Granger montre que Guéroult a choisi de, dit-il, s'installer entre deux mondes, dans l'entre-deux qui sépare chaque système d'une certaine réalité intelligible supérieure, et accepte ainsi de voyager de l'autre côté du miroir. Et Granger estime que la valeur propre des contenus de chaque philosophie ne saurait être indéfiniment mise entre parenthèses. C'est-à-dire que lui-même, et c'est une position qu'il prête également à son confrère Vuillemin, eh bien, tous deux adopteraient un parti opposé à celui de Martial Guéroult, selon lequel, je cite Vuillemin, la philosophie est une science. Et conséquemment, eh bien, position selon laquelle un progrès philosophique est possible, progrès des contenus et non seulement des techniques philosophiques. Puisque, alors ça c'est pas la position finale de Vuillemin, mais justement s'il est parti de cette position, il est intéressant de se demander pourquoi il en a changé. Puisque la méthode consiste à juger les systèmes de l'extérieur, eh bien leurs propositions, du moins les propositions sensées qui sont exprimées, sont dotées d'une valeur de vérité. Alors comment concilier cette position et cette opposition à Guéroult avec l'image qu'on a plus communément de Vuillemin, dans laquelle, eh bien, si Vuillemin pensait qu'on peut atteindre la vérité historique sur les systèmes philosophiques et même en déterminer la classification de manière objective, néanmoins, il ne pensait pas que la philosophie puisse proposer des vérités. Il y a manifestement eu une évolution de la pensée Vuillemin, évolution vraisemblablement liée à l'idée de classification des systèmes. Le principe d'une classification n'intervient que relativement tardivement, mais il me semble que le problème se pose dès l'origine, c'est-à-dire dès le moment où Vuillemin étudie de manière très scrupuleuse certains systèmes, celui de Kant, de Leibniz, de Descartes. En effet, dès qu'on s'interroge sur la valeur de vérité d'une théorie philosophique, eh bien, on est tenu
de soumettre sa propre position à ce sujet, au sujet de la théorie qu'on examine, position qui est donc elle-même philosophique, eh bien, on est tenu de la soumettre au même crible, celui de la vérité. Autrement dit, dans la perspective d'un progrès des contenus philosophiques, l'examen d'un système engage nécessairement une méta-réflexion. Tenir la philosophie pour une science implique de tenir la thèse que la philosophie est une science pour scientifique, donc notamment faillible. Plus précisément, il me semble que toute la difficulté, ou une très grande partie de la difficulté, c'est de se prononcer sur le caractère méta-réflexif, méta-philosophique, méta-systématique, sur ce caractère méta ou non, donc, de la thèse portant sur la vérité et la fausseté des contenus philosophiques. L'énoncé affirmant que la philosophie est une science, et à ce titre est susceptible de produire des propositions vraies, est-il un énoncé parmi d'autres, ou bien une thèse surplombant, en quelque sorte, les autres systèmes philosophiques? Daniel Parocca a bien analysé ce problème que rencontre toute philosophie de la philosophie, ou toute philosophie de l'histoire de la philosophie, comme dit Martial Guéroult. Peut-on faire du métasystème un sous-système du système? Sans doute pas. Et c'est bien le problème de la dianétique de Guéroult, qui se présente à la fois comme système de tous les systèmes et comme un système parmi les autres. Et il me semble qu'il est assez difficile d'imaginer que Vuillemin, qui était un grand analyste de Russell, était insensible à une telle difficulté. Et cette difficulté, il l'a surmontée en donnant à sa systématique un caractère proprement méta, c'est-à-dire, contrairement à la dianétique, c'est-à-dire en faisant une théorie n'étant pas sur le même niveau de faillibilité, et en fait de scientificité, que les systèmes dont elle traite. Il me semble que c'est de cet écart que découle l'impression que les systèmes, quoique pouvant être vrais ou faux, ne le sont pas au sens habituel du terme, puisque voilà, c'est ce que dit Vuillemin, en fait. Il ne dit pas qu'ils ne sont pas vrais ou faux, il dit que les propositions ne sont pas vraies ou fausses au sens habituel du terme. Donc on a l'impression que ces systèmes le sont peut-être vrais ou faux, mais un peu moins, pour ainsi dire, que ne le serait une proposition scientifiquement réfutable. En somme, la solution de Vuillemin au paradoxe du système de tous les systèmes serait, me semble-t-il, de type russellienne, c'est-à-dire qu'elle consisterait en une hiérarchie des types. Et c'est l'hypothèse que je vais poursuivre en montrant que les systèmes sont traités comme des classes sur un modèle mathématique. Alors, là, à ce stade, il me semble donc que Granger, Vuillemin et Bouvresse sont partis d'exigences et de présupposés communs, et qu'ils soient arrivés à des conclusions divergentes concernant donc, la pertinence ou la possibilité d'attribuer une valeur de vérité aux propositions d'un système philosophique donné, non pas en raison d'un goût plus ou moins immodéré pour la vérité, mais en raison de contraintes auxquelles les uns, mais pas les autres, se seraient heurtés. Donc c'est sur ces contraintes que je vais réfléchir. Et les deux premières exigences que j'avais exprimées, E1, E2, c'est-à-dire la compréhension et la vérité, eh bien, sans être bien sûr incompatibles, risquent peut-être d'entrer en tension. Comment comprendre en effet le comprendre? Eh bien, Granger définit la compréhension rationnelle comme une construction de modèles cohérents et efficaces du phénomène. Comprendre, c'est ici construire un modèle, et un modèle est le schéma d'une machine. Une telle conception du comprendre comme construction de modèle est inspirée du travail de la science. Comme les modèles scientifiques, les systèmes sont cohérents ou contradictoires plutôt que vrais ou faux. Granger précisait aussitôt que définir la tâche actuelle de la raison comme l'élaboration de machines n'est pas une restriction sommaire, car le philosophe est une sorte de Pygmalion qui donne sens à ce qui pourrait sembler purement mécanique. Il n'y a pas en effet, comme ce que je viens de dire pourrait le laisser penser, un abandon du sens, bien au contraire, malgré la comparaison mécanique. Si pour Granger la philosophie est une discipline sans objet, ou une connaissance générale, c'est au sens où elle ne se préoccupe pas tant de décrire des structures que d'interpréter des significations. Science et philosophie se complètent donc sans se substituer l'une à l'autre, ce qui signifie en particulier que la philosophie, pour Granger, n'est pas une science, mais la science construit des structures d'objets, et la philosophie analyse des significations et leurs significations. Alors, il serait totalement injuste de voir chez Bouvresse une conception plus positive ou plus positiviste, dans laquelle la vérité,
aurait un privilège au détriment du sens. Comme il le dit lui-même, le principe « prenez soin de la vérité, le sens prendra soin de lui-même » est un principe purement verbal, ou si ce n'est pas le cas, contestable et dangereux en tout cas pour la philosophie. Il serait du reste surprenant qu'un analyste tel de la signification, Bouvresse, ait omis de lui attribuer une place en philosophie, et bien sûr ce n'est pas le cas, précisément Bouvresse ne conteste pas que la signification soit affaire de compréhension, mais il refuse d'interpréter la compréhension comme être compris dans, être contenu dans. La signification n'est pas comme une caisse pleine dont le contenu nous est apporté avec elle et emballé dans elle, et que nous n'avons qu'à explorer. C'est Wittgenstein qui le dit. La signification est plutôt constituée par les règles, dans une certaine autonomie de la grammaire par rapport à la réalité. Comprendre, c'est donc avoir accès à un système de règles plutôt qu'à une certaine réalité, et une règle n'est ni vraie ni fausse. Pour le dire de manière imprécise, trop rapide, la notion de vérité est sémantique, tandis que la conception de la compréhension selon Granger et Wittgenstein est plus syntaxique. Alors, je ne tiens pas à tirer Wittgenstein vers un anti-réalisme qui n'est justement pas l'interprétation de Bouvresse, mais force est de constater peut-être, si je ne me trompe pas, une tension au moins apparente entre compréhension et vérité, entre ces deux exigences. Or, la science donne nettement une place prééminente au modèle. La science, assurant le passage du conditionné à ses conditions, détermine analytiquement un objet en faisant la construction axiomatique manipulable. La science, dit Granger, construit des modèles abstraits des phénomènes, pas une simple description de l'expérience actuelle, mais un système de virtualité parmi lesquels la science doit reconnaître ce qui arrive par un critère de réalisation. En revanche, en philosophie, on décrit des sens. Le philosophe n'édifie pas une structure, ni ne construit des modèles abstraits, mais il organise un système de signification. La philosophie construit donc plutôt des métastructures. Et de telles métastructures signifiantes viennent interpréter les modèles fournis par les sciences. Elles fonctionnent donc comme une sorte de théorie générale de la connaissance. Et c'est ce que dit l'auteur d'une recension de la théorie aristotélicienne de la science, le livre de Granger, qui nous dit donc ce dont... Alors il s'appelle Barrault, Monsieur Barrault, et il dit « Ce dont nous aurions idéalement besoin, de la physique à l'anthropologie, c'est d'une théorie générale des systèmes. Mais cette théorie se dérobe à mesure que nous tentons de la saisir. Pourtant, il n'est pas vain d'associer à tel système, repérable plutôt que connaissable, tel modèle sur lequel nous savons calculer et prévoir. » Donc modèle et système ne sont pas substituables, mais sont dans un rapport de représentation, et probablement, dans la conception de Granger, d'abstraction. Dès lors, il est difficile de parler de vérité d'une proposition, sinon toujours dans un modèle. Il semble donc que l'approche modèle théorique, pour ainsi dire, du rapport entre science et philosophie par Granger ait vocation à se substituer à une impossible théorie générale des systèmes, figure elle-même dans le prolongement de la dianoétique de Guéroult. En effet, c'est en réponse au problème de la pluralité des systèmes que Granger élabore la notion de style, définie comme une sorte d'intermédiaire entre l'analyse historique des œuvres et des concepts scientifiques et leur analyse structurale. Le style est en quelque sorte le caractère d'une approche scientifique, ce qui, en elle, rappelle, malgré son objectivité, une origine individuelle dans une situation contingente, comme le dit Granger, manière de délimiter l'apport intuitif dans la détermination de ces concepts. Et Granger n'a pas fait mystère de la genèse mathématique de sa notion de style. C'est parce qu'une même structure formelle peut être engendrée à partir de plusieurs points de vue différents qu'il est indispensable de prendre en compte des effets de style, lesquels peuvent rendre compte de la multiplicité des représentations théoriques possibles et de certains choix métathéoriques. Donc, comme Granger, Villemin, lui aussi, part du statut du discours scientifique dans son rapport avec la philosophie. Et là, deux écueils sont à éviter. Il faut à la fois se garder de faire de la science un discours parmi d'autres, omettant, ce faisant, les raisons de sa légitimité. Et d'autre part, il faut aussi se garder de la prendre pour un guide infaillible, en optant pour le positivisme. Alors, certes, comme le rappelle Bouvresse, Villemin souligne lui-même que par bonheur, quand on s'en tient à la théorie de la connaissance, c'est l'histoire de cette connaissance qui fournit le critère désiré pour décider sans arbitraire de ce qui est vivant et de ce qui est mort. Je cite, « Les sciences, quand on veut bien les consulter,
sélectionnent les idées. Elles fournissent même le seul cas où la sélection est un critère de validité. Mais à moins d'être positiviste, il faut accepter aussi que la philosophie scientifique d'aujourd'hui, je cite encore Villemin, n'est pas moins féconde en aporie que ne le furent les systèmes du passé, ne saurait donc s'ériger telle une science pure qu'elle prétendrait être, au-dessus des querelles métaphysiques. Il serait donc extrêmement naïf de tenir notre philosophie scientifique pour plus vraie que là où les philosophies. Autrement dit, c'est une remarque que j'emprunte à Daniel Parocchia encore, le paradoxe du système de tous les systèmes, c'est-à-dire l'entreprise d'une classification des systèmes philosophiques, eh bien, ce paradoxe auquel on est confronté, il sert surtout à éviter l'idée de la fin de la philosophie et de son remplacement par une théorie vraiment scientifique définitive, de dire la philosophie, c'est bon, on est arrivé à des connaissances scientifiques, plus besoin de philosophie. Donc prétendre que la théorie n'est pas un système, dire cela, ça signifierait immanquablement qu'elle en est un, paradoxe bien pire que celui du système des systèmes. Granger, par sa conception de la philosophie comme interprétation de modèles scientifiques, Villemin, par son antipositivisme faillibiliste métaphilosophique, interdisent tous deux à des propositions philosophiques d'être vraies absolument, c'est-à-dire hors de tout lien avec le système qui les justifie. Est-ce à dire qu'ils sont nominalistes? C'est l'interprétation de Claudine Tiercelin qui déclare « À la différence de Villemin et Granger qui furent plus tentés par un nominalisme des axiomatiques ou des structures, Bouvray soutient un réalisme fortement ancré dans la philosophie de la perception. » Et à ce stade, d'après ce que je viens de dire, c'est surtout l'étiquette instrumentaliste qui leur convient. Mais il me semble que la question est d'autant plus pertinente que c'est précisément sur ce problème du nominalisme et du réalisme appliqué aux objets mathématiques en particulier que se joue, selon moi, le clivage le plus profond, et pas forcément dans le sens qu'on pourrait croire, comme je vais essayer de le montrer. Que donc le souci de vérité soit relégué au second plan, ça peut sembler une grave démission du philosophe. Mais Bouvresse et Villemin n'ayant pas exactement la même conception de la mission du philosophe, ils n'envisagent pas non plus de la même manière sa démission. Bouvresse considère que le philosophe a démissionné lorsqu'il se résigne à remplacer, je cite, implicitement ou explicitement la philosophie dont on nous annonçait de divers côtés la fin par son histoire. Donc il ne s'agit bien sûr pas là d'un refus de l'histoire, mais d'une exigence de sens. Faire vivre la philosophie, ça implique de ne pas seulement en faire l'histoire comme si elle était une discipline du passé. C'est une autre manière de résister contre l'idée de la fin de la philosophie. Résistance dont j'ai dit tout à l'heure, dont je viens de dire même, qu'elle avait d'une certaine manière conduit Villemin à sa classification. Pour Villemin, la plus grande démission du philosophe, c'est le positivisme. C'est dans l'abandon de la pensée humaine aux sciences humaines. Critique qui, j'ai pas de lumière sur ce point, mais je suppose ne devait pas tellement être du goût de Granger. Villemin n'a pas de mot assez dur pour le philosophe qui accepte, je cite, d'abdiquer sa réflexion au profit de prétendues sciences humaines, en particulier à la psychologie, qui, dit-il, se partage les restes des dépouilles de la philosophie et ne tient qu'aux engouements et souvent aux intérêts. Elle sert les mondains, les technocrates et, dans le meilleur des cas, les sceptiques. C'est pour les psychologues, ça. Donc Villemin estime que la situation, néanmoins, peut être rattrapée en prenant modèle sur un succès, celui des mathématiciens. Et il dit « Ce succès tient dans un mot, le formalisme ». Villemin a donc tenté de faire fructifier ce formalisme dans la pluralité des systèmes. Un système peut être conçu comme une axiomatique, et le sens de l'histoire va des axiomatiques matérielles, comme celle d'Euclide, aux axiomatiques formelles, Aristote, et formalisées. Ou Hilbert. Ces systèmes contiennent des propositions qui sont vraies ou fausses. Villemin nous dit « Je ne vois pas pourquoi une axiomatique matérielle susceptible d'exprimer une philosophie, que ce soit dans une langue naturelle imprécise ou localement dans une traduction symbolique, n'impliquerait pas des considérations de vérité. Une incompatibilité entre les axiomes contraint à incriminer au moins l'un d'entre eux et montre sa fausseté. » Mais pour comprendre la réticence de Villemin à considérer les systèmes comme eux-mêmes vrais ou faux, c'est-à-dire plus exactement à admettre la vérité absolue et non relative au système des propositions qu'ils contiennent, alors on peut, c'est une option, regarder les systèmes comme des programmes,
davantage que comme des descriptions du monde. Et, comme le dit Villemin, les programmes ne sont ni vrais ni faux, ils sont réalisables ou irréalisables. Alors, ce serait une interprétation possible, une voie pour comprendre cette réticence, mais il me semble qu'il y a peut-être une meilleure manière, une autre manière de rendre compte de cette réticence qu'a Villemin à accepter la vérité ou la fausseté absolue des propositions de la philosophie. Ce serait de dire que les systèmes axiomatiques philosophiques peuvent être conçus en un sens non métaphorique comme des ensembles au sens mathématique. Il me semble même que tel a été le projet de Villemin. C'est une sorte d'application à une science particulière de la conception modèle théorique de Granger, cette science particulière étant la mathématique. La thèse est formulée par Granger. La pensée rationnelle est d'abord la schématisation d'une expérience portant sur des objets très pauvres de contenu, qui sont ici des classes ou ensembles. Les modèles proposés par cette science fondamentale qu'est la mathématique sont d'un genre particulier, car les mathématiques, nous dit Granger, sont un réservoir de modèles abstraits, mais essentiellement indépendamment de toute application à la proposition de modèles de phénomènes, construction libre d'objets autonomes, pure virtualité. Il semble que ce soit néanmoins plus que Granger, Villemin, qui ait pris cette identité entre système et ensemble au pied de la lettre. La possibilité d'une telle équation résulte de l'universalité de la théorie des ensembles. On peut traduire tout énoncé formulé en termes de jugement au moyen d'un énoncé formulé en termes ontologiques, dit Villemin entre guillemets. Des précautions élémentaires permettent en effet d'établir une relation duale entre les propositions de la logique des prédicats et celle de la logique des classes. Juger revient à classer. Il n'y a donc rien dans le jugement de prédication qui échappe à la théorie des ensembles, et à bon droit, il me semble que Villemin dit le mathesis universalis se substitue à la philosophie théorique. Villemin met la logique au fondement de l'activité rationnelle. Oui, Villemin met la logique au fondement de l'activité rationnelle. La raison pure a son lieu propre dans la logique, et son unique texte est la relation de prédication par laquelle une propriété est attribuée à un ou plusieurs individus. Et c'est précisément sur les catégories de la prédication que repose la classification des systèmes, ce qui signifie qu'elle peut être prise en charge par la théorie des ensembles. Les opérations de comparaison, de classification, de mesure sont les opérations rendues possibles par la théorie des ensembles. Leur mise en œuvre donne à la pensée formelle et abstraite la consistance, nous dit Villemin, d'un domaine objectif. C'est ainsi, d'une certaine manière aussi, une sorte de connaissance sans objet, comme le dirait Granger, qu'apporte la philosophie dans la mesure où, par l'axiomatique, elle continue de rencontrer des contraintes, je cite, elle continue de rencontrer des contraintes qui garantissent que le jeu des opérations reste corrélé à un univers d'objets possibles. On peut donc traiter les rapports entre systèmes comme des rapports entre ensembles. La question des paradoxes, des types, etc. se reporte donc sur les systèmes, d'où la classification systématique qui n'est finalement qu'une application de la théorie des types russellienne à la philosophie elle-même. Il n'est donc pas fortuit que Villemin ait d'une part tenté d'axiomatiser les systèmes et d'autre part travaillé sur l'axiomatique des ensembles et leur philosophie, ni qu'il ait proposé une théorie métaphilosophique structurale et qu'il ait par ailleurs opté philosophiquement pour Russell plutôt que pour Wittgenstein par exemple, en opposition à Granger et à Bouvresse. Alors, si on admet ce que je viens de dire, c'est-à-dire si on considère que je n'ai pas été victime, une de plus, des vertiges et prodiges de l'analogie, si cette interprétation n'est pas métaphorique, alors elle peut paraître tout simplement évidente ou triviale. Villemin propose une axiomatique qui est qui est modélisée par les mathématiques. Mais il me semble que le pas le plus important reste encore à faire. Car si les systèmes philosophiques sont formalisables de manière à pouvoir être traités par la théorie des ensembles, alors c'est à la philosophie des mathématiques qu'il revient de constituer une métaphilosophie. Et la position qu'on adoptera quant à l'existence et la nature des réalités mathématiques sera déterminante pour définir le statut des systèmes. On peut donc envisager de corréler l'hésitation qui parcourt l'œuvre de Villemin entre intuitionnisme et platonisme avec celle qui porte sur la nature scientifique ou non de la philosophie
et sur la possibilité d'un progrès des contenus philosophiques. Alors, sans chercher à établir un parallélisme chronologique strict entre le changement de l'intuitionnisme au platonisme et les variations sur la scientificité de la philosophie et sa possibilité d'être vraie, mais on peut remarquer que Bouvresse, et voilà, c'est le monstre théorique qui est constitué par l'intuitionnisme de Bouvresse et de Vuillemin. Eh bien, quand Vuillemin est bouvressien, justement, quand il est intuitionniste, comme Bouvresse, eh bien, il penche plutôt pour une acception véritiste, réaliste de la philosophie, et quand il est plus platonicien, eh bien, il semble préférer une acception plus instrumentaliste de la philosophie à la Granger, me semble-t-il. J'avoue que je n'ai pas fait l'étude historique, chronologique précise, mais il me semble que c'est des tendances qu'on peut distinguer. Et voici comment s'exprime Jacques Bouvresse lorsqu'il s'oppose à Benasseraf qui croit devoir établir une connexion entre propositions mathématiques et ce sur quoi elle porte. Jacques Bouvresse nous dit « Je n'ai personnellement jamais été convaincu par aucun des arguments qui sont généralement invoqués à l'appui du réalisme mathématique. Il est sûr en tout cas que quelqu'un qui accepte sans la moindre inquiétude les conceptions et les explications de type platonicien pourrait difficilement trouver un intérêt réel à ce que Wittgenstein a écrit à propos des mathématiques. » Alors, est-ce qu'il n'est pas paradoxal que le réaliste, entre guillemets, en philosophie, à savoir Jacques Bouvresse, entretienne la conception la moins réaliste au sens du platonisme? Eh bien, non, ce n'est pas paradoxal, bien au contraire. Car le platonicien des systèmes, pour ainsi dire, le platonicien des mathématiques appliqué à la théorie des systèmes, eh bien, il sera tenu de considérer ces objets, les systèmes, pour réels. Les théories philosophiques représentent des réalités, d'une certaine manière, subsistantes. Ça revient à l'idée plus guéroultienne que vuilleminienne, si je peux dire, que la philosophie crée une sorte de réalité propre, une idée qui a été assez farouchement reprochée à Vuillemin, mais qui du moins découle très logiquement des deux prémices que constituent d'une part l'application de la théorie des ensembles au système et le platonisme mathématique, d'autre part. Et par opposition, l'intuitionnisme en mathématiques pourra considérer que certaines constructions sont acceptables, que d'autres ne doivent pas ou ne peuvent tout simplement pas être faites, donc les prétendues vérités d'un système philosophique sont comme des opérations dont il faudrait contrôler la légitimité. Il me semble qu'on peut dire que c'est pour Bouvresse et pour le Wittgenstein de Bouvresse, globalement, la tâche de la philosophie. Alors, il faut toutefois nuancer la version platonicienne, la position du Vuillemin platonicien que je viens de présenter, car il se distingue précisément du réalisme naïf, en ce qu'il n'accepte pas les yeux fermés l'ontologisation, la position ontologique dont il était question tout à l'heure, l'interprétation ontologique de n'importe quelle classe. Les mathématiques ne peuvent servir de guide à la philosophie que dans une certaine limite. Bien que, pour dépasser les données de la sensation, la métaphysique puisse et doive s'inspirer des mathématiques, elle ne saurait se borner à les copier servilement, puisque celle-ci s'applique à un domaine spécial, irréductible aux lois de la pure logique. En particulier, l'abstraction que Peirce appellerait hypostatique, c'est-à-dire celle qui crée des hypostases, qui crée des classes, des universaux à partir des prédicats de propriété, par exemple la dureté à partir du prédicat dur, eh bien, c'est ce que Vuillemin appelle pour sa part l'abstraction généralisée, c'est-à-dire l'abstraction pour laquelle la condition sur la série des termes, c'est la ressemblance entre individus. Ce type d'abstraction-là est à l'origine d'une prolifération douteuse de classes. L'antinomie est une vérité de la logique de la quantification, dit Vuillemin. L'expression, alors je ne l'ai pas écrite, donc bon, il existe W pour tout Z tel que phi de Z égale Z appartient à W, c'est-à-dire l'expression, c'est-à-dire l'axiome de compréhension, le fait de dire que la classe existe, de passer de phi de Z à il existe une classe W telle que Z appartient à W. Donc l'axiome de compréhension est caractéristique de la théorie des ensembles naïves. Par exemple, application métaphysique,
Dans sa prétendue preuve de l'existence de Dieu, l'erreur d'Anselme est de s'être, dit Villemain, arrogé le droit de poser une idée comme terme de toute série de choses sensibles, au mépris de certaines conditions que devait remplir la série. Ou bien la preuve adéquate aboutit à une antinomie, sur le modèle des antinomies ensemblistes, ou bien la preuve inadéquate ne dépasse pas le fini, donc il n'y a pas un terme à la série finie qui soit infini, à moins de violer arbitrairement le modèle mathématique qui la légitime dans le cas de suite d'approximations convergentes. La théologie rationnelle repose donc sur une conception naïve du réalisme mathématique. Le réalisme philosophique résulte en général d'une application mal maîtrisée hors des mathématiques, d'une méthode mathématique, qu'il conduit à supposer dans ses prémices une antinomie de type proprement mathématique. Et Villemin va même jusqu'à voir dans la théologie rationnelle le stade naïf par excellence du réalisme philosophique, qui ignore la restriction à imposer au principe d'abstraction, et qui croit donc dans la raison pure toute puissante. Il faut donc imposer des conditions à l'engagement ontologique. Il me reste. Le réalisme de Villemin se distingue donc du platonisme par le fait que seuls les individus sont soumis au substitut du principe des indiscernables et par la création des fonctions propositionnelles et par le fait que les classes, les relations, les classes de classes, etc. obéissent à la théorie simple des types. Donc les mathématiques imposent à la philosophie leurs conditions. Et plus généralement, nous dit Villemin, l'importance des mathématiques pour la philosophie tient à ce que cette science révèle à la raison qu'elle possède, indépendamment de l'expérience, un pouvoir créateur. Ce pouvoir créateur consiste dans la faculté des idées, qu'on peut définir ainsi. Lorsque nous concevons une condition, nous paraissons fondés à poser la classe dont les éléments sont des choses qui remplissent cette condition. Donc la thèse de Villemin, c'est que la créativité mathématique est la source de la création philosophique. Et c'est une idée qui est également très peirsienne, car pour Peirce, la raison fonctionne de manière générale par création, observation et manipulation de diagrammes mentaux, de la même façon que sur des figures mathématiques. Et Granger, quant à lui, interprète cette thèse dans la dualité entre opération et objet. C'est quand cette corrélation de dualité perd sa transparence et son adéquation que la pensée peut connaître des choses qu'elle ne domine plus. Ce sont donc les opacités de la dualité de l'opération et de l'objet qui font naître l'irréductibilité du contenu formel. Donc l'uberté des mathématiques, comme dit Peirce, c'est-à-dire son caractère fructueux, surprenant, vient du surplus de contenu par rapport au résultat d'une simple analyse. Granger formule ainsi la question fondamentale: comment des contenus purement formels peuvent-ils être source d'une connaissance de l'empirie? Et on reconnaît dans cette question l'objet de... on reconnaît dans l'objet de cette sémiotique transcendantale, plutôt, l'équivalent du synthétique a priori. Donc les mathématiques, dans l'adéquation de l'intuition et de l'opération selon Kant, dans l'inadéquation de l'objet et de l'opération au contraire, selon Granger, ou dans le pouvoir d'abstraction hypostatique, ou généralisé selon Villemin, les mathématiques offrent à la philosophie un modèle pour une sorte de constructivisme. Selon Villemin, c'est en adoptant une attitude ontologique, en donnant vie à des ensembles. Donc d'une certaine manière, on pourrait presque dire que le platonisme mathématique est une forme de constructivisme. La conséquence qu'on peut en tirer sur les systèmes, c'est que la série des propositions qui forment un système doit observer certaines conditions. C'est précisément le sens de l'axiomatique et des restrictions sur les ensembles. On peut dès lors revenir sur la question du réalisme et du nominalisme. Il n'est plus si clair, me semble-t-il, que Bouvresse soit le seul réaliste et Villemin et Granger les nominalistes en matière de philosophie. Du reste, comme l'a remarqué Bouvresse, au sujet de la philosophie des mathématiques, je cite, « Une des bizarreries de la situation est que le mot nominalisme n'apparaît pas dans les discussions. » Villemin, pour sa part, condamnait, je cite, « le nominalisme consacré religion d'État ». Et il écrit que, dans la mesure où nous reconnaissons quelque validité à la théorie des ensembles, nous sommes du même coup conduits au réalisme philosophique. Le taxé de russellien ne changerait rien à l'affaire, car, dit-il, il est pour le moins douteux qu'on puisse opposer le réalisme de Frege, le nominalisme de Russell. Jamais Russell n'a nié qu'au moins un universel fût nécessaire. Quant à Granger, sa position n'est pas plus facile à déterminer. Villemin la commente ainsi.
En un sens, la notion même de contenu formel nous écarte du nominalisme. Est-ce pour accepter la réalité des idées? C'est ainsi qu'à contre-cœur conclut M. Quine quand il commente l'engagement existentiel contenu dans la quantification sur les ensembles, en rejetant le nominalisme. Est-ce ce platonisme que par implication M. Granger adopte? La question reste irrésolue, mais il fait peu de doute que l'accusation de platonisme nominaliste, conjonction fort fréquente qu'avait identifié Peirce, est plus pertinente à l'endroit de Quine que de Granger et de Vuillemin. Alors, je conclus. À propos de la diversité des positions de Vuillemin et de Granger et d'un certain nombre de philosophes gravitant autour d'eux, Granger a dit « En ce sens, nous ne constituons pas une école, car nous sommes assez différents les uns des autres, mais nous partageons un certain nombre d'exigences. » C'était en fait mon point de départ. Mais j'ai essayé de montrer qu'il est difficile de définir le rationalisme uniquement par des exigences communes. Bouvresse a besoin de la vérité pour asseoir la critique sociale, tandis que Vuillemin et Granger partent de la notion de compréhension ou d'explication scientifique. Granger considère que la philosophie interprète des modèles scientifiques en les remplissant de significations organiques. Vuillemin reprend ce schéma général et le mathématise. Les systèmes sont des ensembles. Leur interprétation intuitionniste permet d'y voir des constructions plus ou moins réglées et plus ou moins vraies. Leur interprétation platonicienne contraint à en faire des entités quelque peu autonomes. Où donc est le point commun? Alors peut-être, c'est une hypothèse finale, ce serait dans une forme de kantisme au sens de la dialectique. Il y a des tas de manières d'être kantien ou de ne pas l'être. Si on retient de Kant des structures a priori immuables de la raison, Granger est franchement anti-kantien. Si on retient le rôle de l'intuition par opposition au symbolique aveugle leibnizien, Bouvresse serait plutôt anti-kantien. Si l'on retient le transcendantal, Vuillemin et surtout Granger seraient des kantiens tourmentés. Mais tous trois sont profondément kantiens au sens dialectique, il me semble. Vuillemin a remarqué en analysant l'héritage kantien chez Fichte, Cohen et Heidegger que la critique de la raison pure avait été lue au cours de l'histoire comme un rebours. Tandis que le premier, c'est-à-dire Fichte, interprète l'ouvrage à la lumière de la dialectique transcendantale, Cohen met l'accent sur l'analytique transcendantale et Heidegger sur l'esthétique transcendantale. Vuillemin conclut que la philosophie transcendantale se condamne à une radicalisation dans la finitude. Et c'est peut-être cette radicalisation dans la finitude qu'évite le kantisme de Granger, Vuillemin et Bouvresse. C'est l'universalité de la raison et de ses antinomies qui intéressent nos auteurs. Alors, je vais peut-être passer, j'avais des passages sur les antinomies, la manière dont Vuillemin, Granger et Bouvresse traquent chacun à leur manière les antinomies. Par exemple, pour Bouvresse, ce serait dans une forme de démonstration d'impossibilité. Kant est le philosophe qui démontre des impossibilités. L'entreprise critique de Kant, je cite, l'entreprise critique de Kant était, en ce qui concerne la philosophie elle-même, déjà conçue pour une part importante d'après un modèle de la sorte de celui de Hilbert, c'est-à-dire démontrer que certaines choses, certaines démonstrations, justement, sont impossibles, ce qui permet d'exercer sereinement les pouvoirs de la raison dans le domaine limité qui est le sien. En somme, le rationalisme, au sens d'une réflexion critique sur la raison, conduit au moins à la prudence, sinon peut-être au scepticisme, peut-être pour Vuillemin. Au contraire de la rationalité dogmatique qui repose sur des chimères, c'est Vuillemin qui le dit, je cite encore Vuillemin, le doute en tout cas nous empêche de transgresser les limites de la connaissance humaine et de nous montrer dogmatiques, fût-ce sous la bannière éminemment respectable de la science. Alors, Bouvresse ne parlerait sans doute pas de scepticisme, mais probablement de méfiance, et donc je finirai par ce paradoxe suivant. Le vrai rationalisme, c'est la méfiance contre la raison, contre ses abus et ses incapacités. Si l'on se souvient de l'acception traditionnelle du rationalisme comme confiance dans la raison a priori, la thèse d'a prioricité qui est consubstantielle au rationalisme, comme l'a rappelé Pascal Angèle ce matin, eh bien, ou comme mouvement allant de l'esprit vers le monde, comme le dit Bachelard, par opposition au réalisme qui serait le mouvement du monde vers l'esprit, alors eh bien, les philosophies de Granger, Vuillemin et Bouvresse, toutes trois par des modalités fort différentes, eh bien, constituent presque l'opposé du rationalisme. Merci beaucoup.
beaucoup Jean-Marie pour cette plongée dans le rationalisme français, ou du Collège de France peut-être. Et donc j'invite Jacques Bouvresse à venir commenter notamment ce que tu as dit des positions qu'il défend à ce propos. Vous avez fait un exposé tellement savant et tellement riche que j'ai plus à supposer que je ne l'ai jamais eu, l'esprit assez rapide pour vous répondre du tac au tac. Mais en tout cas, j'ai trouvé extraordinairement intéressante la tentative de réinterprétation que vous avez proposée de cette affirmation de Villemin concernant l'impossibilité d'appliquer à la philosophie le concept de vérité, au moins dans son sens usuel. Donc là, il s'agit vraiment de quelque chose à quoi il faudra que je réfléchisse longuement. Alors je suis un peu embarrassé pour faire des commentaires quelconques, parce que là, alors, pour le coup, je suis vraiment impliqué de façon explicite et directe dans ce que vous avez dit. Et en outre, j'éprouve une certaine gêne à me voir placé sur le même plan que Villemin et Granger, qui sont deux philosophes que j'ai admirés énormément, que je continue à admirer, et dont même aujourd'hui, et même d'une certaine façon, moins que jamais aujourd'hui, je n'oserais me considérer comme l'équivalent. Alors, vous avez abordé une multitude de questions qui sont des questions très importantes, notamment sur les différences qu'il y a entre eux deux et moi. Enfin, donc, ce que vous avez proposé, c'est vraiment quelque chose à quoi il faudra, que moi-même et peut-être d'autres, s'ils nous font cet honneur, réfléchissent longuement. Alors, vous avez évoqué un petit problème qui est assez significatif qui a existé entre Villemin et Granger, ça concerne le statut des sciences humaines. Et j'avais cité, je crois, Philo, une déclaration que Villemin avait faite à Granger. Il avait dit à Granger, quand il a publié Pensée formelle et sciences de l'homme, tu as voulu faire la théorie de sciences dont on ne sait pas si elles existent. Et dans son esprit, c'était litote. Il voulait dire dont on est absolument certain qu'elle n'existe pas. Enfin, lui, je pense, en était certain. Et alors, pour comprendre le contexte dans lequel ce problème s'est posé, il faut se souvenir que ça correspond à des choses qui ont pris un sens et une tournure tout à fait concrète, c'est-à-dire dans les années 60-70. Et encore au-delà, il y a eu, Louis Pinto connaît bien ça, il y a eu toute une guerre qui s'est déclenchée. Étant donné qu'on était censé assister à la fin de la philosophie, la question était qui va reprendre le sceptre, quelle est celle des sciences humaines qui va reprendre le sceptre. Alors il y a eu la psychanalyse qui était bien placée, il y avait la linguistique, il y avait l'anthropologie, et puis il y a l'histoire. À un moment donné, je me souviens très bien qu'on a appris que dorénavant c'était l'histoire qui allait remplacer la philosophie. Donc il faut replacer ce débat entre Villemin et Granger dans ce contexte-là, et l'un et l'autre. Et là, alors je suis vraiment catégoriquement et entièrement d'accord avec eux. L'un et l'autre ont toujours défendu cette idée qu'il n'y a aucun risque et aucun espoir de voir les sciences humaines, en tout une science humaine particulière, quelconque en mesure de se substituer à la philosophie. Alors là, il y aurait beaucoup à dire aussi sur le fait qu'à ma connaissance, jamais personne n'a proposé que ce soit la sociologie qui reprenne le sceptre. C'était toujours une autre science humaine, mais surtout pas celle-là. Là, il faudrait s'interroger sur ce qu'a été l'attitude aussi bien de Villemin et de Granger sur ce point. Que pensait-il l'un et l'autre de la sociologie, de ses prétentions légitimes ou illégitimes? Mais là, il y a une différence, évidemment, aussi, je crois, entre eux deux et moi. Alors, tout ça n'est pas très important, mais je suis obligé de me contenter de remarques un peu accessoires. Vous avez fait un exposé qui, je crois, aurait beaucoup plu à Alain Badiou. Parce que... je ne suis pas sûr que ce soit un compliment que j'ai envie d'entendre. Si, parce que vous soulevez une question extraordinairement intéressante. Badiou dirait qu'effectivement, ce qui est crucial, au fond, dans les désaccords philosophiques, dans la confrontation entre les philosophes, c'est la question du statut des objets mathématiques. Si je l'ai bien compris, c'est vraiment la thèse qu'il défend. Et il suffit de lire son petit livre sur Wittgenstein. Bon, on voit bien, le premier, quoique, j'ai l'impression que le premier Wittgenstein, il est supportable parce qu'il a inventé quelque chose en mathématiques, c'est à peu près ce qu'il dit. Et puis parce que, je crois, Badiou à tort le considère probablement comme étant à l'époque du Tractatus implicitement un réaliste mathématique, ce qui n'est en aucun cas. Bon, la position que Wittgenstein défend dans le Tractatus est une position qui est beaucoup plus proche de ce Poincaré, de celle de Poincaré que
quand il dit le nombre est l'exposant d'une opération, hein, le nombre c'est pas un objet, c'est l'exposant d'une opération, il est bien plus proche des constructivistes mathématiques que des platoniciens. Mais là, vous avez posé cette question de façon très légitime et très pertinente, parce que bien que j'hésite beaucoup à lui attribuer le caractère central et déterminant que vous lui attribuez. C'est ça mon problème, en tout cas dans ma propre évolution. Mais il est tout à fait possible que je me trompe sur ce point, hein, et que ça ait joué un rôle qui m'a un peu échappé. Mais ça m'a constamment préoccupé et même tourmenté, cette question. Je me souviens d'avoir j'ai lu donc la thèse de Santi, hein, sur la philosophie des idéalités mathématiques. Le titre, oui, c'est les idéalités mathématiques, pardon. J'ai trouvé invariablement insatisfaisant ce que j'ai pu lire là-dessus, parce que, bon, je pense que le De Santi, dans les idéalités mathématiques, était encore très influencé par la phénoménologie, assez proche de la phénoménologie, et je n'avais à l'époque, je n'éprouvais pas beaucoup de sympathie pour la réponse phénoménologique à ce problème, hein, que sont exactement les objets mathématiques. Je n'ai jamais été non plus très séduit par une position du genre de celle de Cavaillès, hein, qui est au surplus assez difficile à comprendre, à partir des textes dont on dispose. Et puis en même temps, bon, le nominalisme radical me semble une position qui est clairement impossible à retenir dans le cas des objets, des mathématiques, enfin dans le cas des réalités mathématiques en général. Et puis, alors je n'ai jamais réussi à adhérer au platonisme. J'ai eu des discussions avec Villemin là-dessus. Évidemment, Villemin lui-même, d'ailleurs, le reconnaît clairement à la fin, après avoir effectué le passage que vous avez évoqué, de l'intuitionnisme au platonisme. Il ne faut pas perdre de vue qu'il considère qu'on a tout à fait le droit, hein, d'être anti-platonicien. Bien sûr, c'est la moindre des choses de la part d'un pluraliste. Mais simplement, ce qui soutient, c'est que le constructiviste se complique beaucoup plus la vie. Hein. Ce qui fait que moi, ma réponse à Villemin, je la lui ai formulée une fois ou deux dans ces termes, c'est que certes, j'aimerais bien être platonicien, ça me faciliterait singulièrement la vie, mais je ne peux pas. Voilà, je ne veux pas insister davantage, parce que pour vous en dire plus, évidemment, il faudrait que je réfléchisse plus longuement. Donc, est-ce que cette question, si vous voulez, du statut que l'on octroie aux objets mathématiques peut réellement être aussi centrale et aussi déterminante que vous le supposez? C'est une hypothèse que j'ai faite et qui est sûrement un peu forcée. Et d'ailleurs, mon exposé est assez oui, je l'ai dit, assez audacieux, ou voire à la limite de l'outrecuidance, parce que je fais comme si j'allais vous dire non seulement la vérité sur Villemin, mais même la vérité sur vous-même qui êtes là. Et donc, je suppose que c'est une des raisons de votre incapacité à me répondre aussi, c'est que je dois avoir dit énormément de bêtises. Non. Mais en tout cas, effectivement, c'est une hypothèse bon, qui est sûrement plus d'interprétation que de compréhension, donc je n'applique peut-être pas très bien la méthode, mais une des origines de cette idée-là, c'est l'exposé sur la substance que Villemin a faite au Centre Beaubourg, qui est recueilli dans le collectif Quelle philosophie pour le XXIe siècle, où les 10 catégories d'Aristote avaient été reprises. Villemin avait fait la substance, et il est assez étonnant de remarquer qu'il doit utiliser le mot substance à peu près dans le titre, et c'est tout, je pense. Et sinon, il parle de la théorie des ensembles, et c'est un exposé sur la théorie des ensembles. Je caricature un peu, et donc je pensais qu'il fallait lui faire une place importante, d'essayer de comprendre pourquoi, parce que c'est ce qui l'intéressait.